Salam alaikum, bonsoir Razoul Fellaoun, marhaba bikoum sur Al-Magharibia. Ce soir, nous allons essayer de parler d'un sujet qui est très important à l'occasion justement de la journée nationale de l'avocat en Algérie. Donc de la cause nationale à l'état de droit, le serment des avocats d'Algérie, le titre de notre émission de ce soir. Aujourd'hui, le 23 mars, l'Algérie célèbre la journée nationale de l'avocat en hommage à Ali Boumendjel, figure emblématique du barreau, assassiné ce jour-là en 1957 par les forces coloniales françaises. Un crime d'État reconnu très tardivement, en 2021, par Emmanuel Macron. L'avocat est le gardien des droits, comme Ali Boumendjel, qui, face à l'oppression, protégea inlassablement les libertés arrachées par cette même colonisation. L'avocat est le défenseur des droits, un rempart humain contre l'arbitraire, incarné par Boumendjel, dont le sacrifice illumine encore la lutte pour la justice et la lutte pour les libertés, pour les droits. L'avocat est le héros de la vérité, explorateur des ombres du pouvoir, tel Boumendjel, qui défendit les opprimés jusqu'à son dernier souffle. L'avocat est aussi le pilier de la démocratie, artisan de la souveraineté dont la mémoire gravée dans cette journée du 23 mars forge l'indépendance et l'état de droit. Cette commémoration nous rappelle donc que l'avocat n'est pas seulement un juriste, mais un héros anonyme dont le legs, né du martyre de Boumendjel, tonne encore pour l'éternelle liberté. Voilà, donc c'est la journée nationale de l'avocat. Nous rendons un vibrant hommage à tous les avocats d'Algérie, ceux qui sont parmi nous, ceux qui sont partis, qui sont plus de ce monde aussi, Allah yarhamhum. Et bravo à tous les avocats, comme a été scandé pendant les années et les marches du Hirak. Et pour en parler, donc, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur le plateau Adel Boucherguine, j'allais dire Adel Boumendjel, Adel Boucherguine, militant des droits de l'homme, journaliste aussi. Azoul, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir Hossein, et merci pour cette invitation. Merci Adel, yatik saha. Nous allons être rejoints par Issa Rahmoun, avocat, défenseur des droits de l'homme, secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme. Je ne sais pas si Issa est avec nous ou pas. Pas encore, mais elle. Adel Boucherguine, nous allons regarder ce petit VT et je reviens. Le 23 mars de chaque année marque la journée nationale de l'avocat en mémoire d'Ali Boumendjel. Avocat et militant, il fut assassiné par le colonialisme le 23 mars 1957 pour son engagement politique. Après plus de 60 ans, l'Élysée a reconnu qu'il a été torturé et tué, et non suicidé. Cette date met en lumière les enjeux de la profession et les restrictions sur les libertés en Algérie. Elle rappelle l'exigence d'une justice indépendante, loin de toute ingérence du pouvoir exécutif. Des avocats continuent de défendre les causes du peuple face aux atteintes aux droits et libertés. La défense des détenus du Hirak reste un exemple fort, malgré la répression et les pressions. En ce jour, les avocats réaffirment les idéaux du Hirak: état de droit, justice et institutions fortes. Adel Boucherguine, la journée nationale de l'avocat, l'exigence d'une justice indépendante. L'exigence d'une justice indépendante, ça a été toujours une revendication démocratique de l'opposition algérienne. Que de l'opposition? Principalement. Et pourtant, ça arrangerait tout le monde. Principalement que par l'opposition, par les partis démocratiques, par la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme qui est aujourd'hui dissoute, par le Rassemblement Action Jeunesse qui est une association pour la citoyenneté et qui est aujourd'hui aussi dissoute. Mais je pense que le combat doit continuer, comme ça a été commencé pendant le Hirak, notamment par les avocats qui étaient en masse dans les marches et les manifestations du Hirak pour exiger justement la séparation des pouvoirs, et dans la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice. C'est quoi l'indépendance de la justice? C'est quand la justice n'est plus indépendante du gouvernement, de l'institution militaire
ou d'un autre groupe de pression. Je vais vous donner par exemple une simple anecdote qui m'a été racontée par un avocat dernièrement et qui rentre dans le bureau de la juge d'instruction. À un moment donné, il y a un colonel des services de sécurité qui vient et qui pousse la porte avec son pied. Et l'avocat qui a réagi, et par la suite, il a eu une discussion avec la juge d'instruction et la juge d'instruction lui dit que mon poste dépend de ce colonel. Son poste dépend de l'officier supérieur des services de sécurité. Pourquoi? Parce que la justice n'est pas indépendante. Elle est soumise à l'armée, elle est soumise à l'exécutif, c'est-à-dire au gouvernement, aux décideurs, au bon vouloir de la présidence de la République et à tous ceux qui gravitent autour du régime et du pouvoir. Et ça, ce qui est la manière avec laquelle la justice est malmenée aujourd'hui, n'honore pas la mémoire de Ali Boumendjel, qui a été assassiné par le colonialisme français, n'honore pas aussi la mémoire d'un grand homme aussi qui s'appelle Ali. C'est Ali Messili qui a été assassiné par le pouvoir algérien le 7 avril 1987 à Paris, parce qu'il a réussi à réunifier l'opposition, parce qu'il travaille dans ce sens, parce qu'il porte une voix de l'opposition algérienne à l'étranger. Et ça n'honore pas aussi la mémoire d'un autre Ali, qui est Ali Yahya Abdel-Nour, qui a passé toute sa vie pour la lutte contre l'oppression et l'avènement d'un État de droit. Alors, est-ce que c'est le côté juridique, si j'ai bien compris, qui dérange le pouvoir en Algérie, de l'avocat bien sûr, ou c'est le côté politique engagement qui dérange plus? C'est beaucoup plus le côté politique et engagement, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une question politique, c'est l'exécutif qui intervient, c'est le téléphone, comme c'est connu dans notre pays, qui distribue les peines aux militants, à tous ceux qui sont engagés pour changer les choses. Et c'est de là que ça a ouvert les portes à d'autres formes de corruption. Parce qu'il faut dire aujourd'hui, la non-indépendance de la justice ouvre toutes les portes de la corruption. Aujourd'hui, les Algériens n'ont plus confiance en la justice. En la justice ou en l'avocat? Est-ce que c'est la même chose? Non, c'est les gens... Parce que si on parle, tout à l'heure, vous parlez d'un procureur. Bon, là, on peut comprendre un juge, un procureur. Mais pour l'avocat, c'est pas la même chose, non? Non, mais l'avocat... Est-ce que l'avocat aussi est soumis à ce genre à ce bourbier? Non, mais il y a toujours, dans toutes les franges qui constituent la justice, il y a toujours des formes de corruption constituées, il y a toujours ce maillage autour de l'argent, autour de la corruption. Mais le problème ne se pose pas. Même les juges aujourd'hui, ils en ont marre. On les a vus aussi durant le Hirak. Ils étaient levés comme un seul homme pour revendiquer l'indépendance de la justice. Et aujourd'hui, laisse-moi terminer sur ce point, c'est la confiance qui a été perdue. Si la confiance est perdue aujourd'hui entre le citoyen et son gouvernant, elle est aussi perdue entre les justiciables et le juge et le procureur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui traîne aujourd'hui dans la justice algérienne. C'est-à-dire pour gagner une affaire, il faut corrompre aujourd'hui un juge ou un procureur. Et je pense que notre invité connaît un bout de cette situation et qui va nous en dire plus. Merci Adel Yatik Saha. Nous sommes rejoints justement par Issa Rahmoun, avocat, défenseur des droits de l'homme et vice-président ou secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme. Issa Rahmoun, bonsoir, marhaba bik Azzoul. Bonsoir Hussein Azzoul, bonsoir cher ami Adel, bonsoir aux téléspectateurs, merci de l'invitation. Merci Yatik Saha. Alors Issa Rahmoun, un mot peut-être avant de rentrer un peu dans le fond du sujet sur Ali Boumendjel, à qui on dédie justement ce genre d'émission à chaque année. Allah yarhamou. Allah yarhamou, effectivement, Ali Boumendjel est l'un des précurseurs de la défense en Algérie. Pourquoi? Parce que à l'époque, pour être avocat sous le régime colonial, c'était très difficile. L'accès aux études, l'accès à la profession d'avocat était un luxe réservé aux colonisateurs.
sachant que les Algériens étaient toutes et tous considérés comme indigènes. Il fallait se battre d'une manière pédagogique, il fallait se battre déjà à l'école, à l'université, avoir son CAPA et puis exercer la profession d'avocat. Ça d'une part. D'une autre part, c'était un avocat qui a initié la défense et l'état de droit, la décolonisation pour les jeunes générations qui sont venues après Ali Boumendjel. Donc, Rabbi Rahmou, effectivement, c'était un assassinat politique de la France coloniale, parce qu'il dérangeait non seulement dans les couloirs, dans les arènes ou dans les salles d'audience, mais il dérangeait aussi par son implication politique dans le mouvement libérateur du pays. Permettez-moi justement de vous interrompre. Regardons ces images justement des avocats ont rendu hommage à Ali Boumendjel à Alger aujourd'hui. Moi, je reconnais Bouchachi. Je ne sais pas si vous en reconnaissez d'autres. Voilà. Seulement Bouchachi. Bouchachi, il est là. Les autres, Aïssa Rahboun, peut-être connaît tout le monde. Aïssa Rahboun, donc le 23 mars chaque année, on parle de la journée de l'avocat, journée nationale de l'avocat, et de cette exigence surtout d'une justice indépendante. Aïssa Rahboun. Connu notamment les membres du Conseil de l'ordre du barreau d'Alger, Maître Nourdine Ahmed, qui était juste à côté de Maître Bouchachi Mustafa. On les salue au passage et une longue vie dans la défense et plein de santé, Inch'Allah. Effectivement, le 23, chaque 23 mars, on se commémore cette date qui est la journée nationale de l'avocat. Ce n'est pas une date folklorique pour ma part, ce n'est pas une date technique. Ce n'est pas non plus une date commémorative qu'on vide de son sens à chaque année. C'est une date où il faut se rappeler l'engagement des avocates et des avocats de la défense pour la libération du pays, d'une part, pour l'édification de l'état de droit, pour l'indépendance de la justice et pour le respect des droits fondamentaux. Parce que dans le sermon de l'avocat, justement, il est dit que l'avocat jure d'exercer la profession avec dignité, avec honneur, probité, conscience, indépendance et humanité. Donc ce serment d'avocat n'est pas seulement un serment technique où on exerce une profession quelconque. Force est de constater en Algérie ou partout, enfin dans certains pays, notamment les pays autoritaires, la profession est devenue tchiril shabab. Désolé de le dire, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, on n'adhère pas, on n'épouse pas cette profession avec conviction profonde, avec probité, dignité, indépendance. Mais on l'épouse parce que on emprunte ce chemin technique de l'exercice de la procédure et du droit par vacance du poste. Force est de constater, aujourd'hui, effectivement, la profession a été dévoyée, même si il y a une grande résistance en Algérie, que ce soit dans les barreaux, à travers les membres du Conseil qui résistent, qui essaye de redynamiser la profession d'une manière éthique et philosophique à la fois. Mais aussi, il y a ces avocats qui essayent d'enterrer la profession définitivement parce qu'elle est devenue une source d'enrichissement, une source de gain pour les autres. Et c'est pour ça, ce n'est pas seulement, comme je le disais, une date folklorique, c'est une date où on se remémore l'engagement solennel de la profession, de l'avocat, de la dignité humaine et du respect des droits fondamentaux. Merci Aïssa Rahboun. Adel Boucharguine, vous avez parlé de la confiance tout à l'heure. Nous allons regarder cette petite vidéo. المواطن يمشي لما يمشي للعدالة ما يحسش بالاطمئنان
المواطن لما يمشي للعدالة مظلوم ماهوش متأكد بأن القضاء سينصفه. بعد 5 سنوات من الإصلاحات ما لازمش الناس تخاف من العدالة، ما لازمش، لازم تروح النظرة هذه. قال لا أنا داخل الباب خلاص راح حقي، قال أنا عندي نزاع تنصيم راح يدوا لي تاعي، لا، القاضي يعرف خدمته، الخبير يعرف خدمته، المحامي يعرف خدمته. Adel Bouchalbi, 5 longues années entre les deux déclarations, mais la confiance n'a toujours pas été rétablie. Oui, C'est une question que je pose. Oui, la confiance n'a pas encore été rétablie parce qu'en fait, on ne peut pas rétablir la confiance tant qu'on n'a pas encore séparé la justice du gouvernement, c'est-à-dire de l'exécutif, de l'institution militaire, de la présidence de la République et de tous ceux qui sont des groupes de pression sur cette justice pour gagner des affaires. Aujourd'hui, un citoyen pauvre, malheureux, qui n'a pas beaucoup d'argent, qui n'est pas riche et qui a une affaire en justice, il abandonne et il prend plusieurs années de condamnation. On a vu des jeunes de délits de droit commun qui ont pris des peines exorbitantes. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'argent avec lequel ils peuvent corrompre un juge ou un procureur et bénéficier de circonstances atténuantes ou même de libération. C'est ainsi que marche aujourd'hui la justice algérienne. Vous me faites peur, Adel Bouchalbi. Est-ce que c'est la règle? Est-ce que c'est la règle ou c'est des exceptions? Non, c'est pas dans la majorité des cas, oui. Les procès se vendent. Aïssa Rahman, il était en Algérie. Oui, on lui posera la question. Il était avocat, il est toujours avocat en France. Oui. Et il peut confirmer ce que je suis en train de dire. La majorité des affaires sont vendues au plus offrant. C'est-à-dire l'acquittement et les circonstances atténuantes. C'est toujours ainsi. Aïssa Rahman, vous confirmez? Je reviens déjà à la vidéo à Hussein. Oui. 5 ans, première déclaration de Tobé après 5 ans après les nouvelles déclarations de l'actuel ministre de la Justice, garde des Sceaux. Oui. La confiance ne peut pas se rétablir avec des déclarations. La confiance entre un citoyen et ses institutions, nonobstant la justice, toutes les institutions, que ce soit les institutions élues ou les institutions régaliennes, ne peut pas se rétablir par des coups de déclaration. Il s'agit d'une pratique, il s'agit d'une mentalité, il s'agit d'un système politique. Force est de constater aujourd'hui, comme l'a si bien dit Adel, que le citoyen algérien ne considère pas la justice Beit Aman. Ouais. Il ne considère pas la justice comme étant une infrastructure ou un pouvoir, une autorité judiciaire qui va protéger ses droits, qui va promouvoir ses droits et qui va rendre justice d'une manière équitable. Ça, c'est pour les deux déclarations. Effectivement, aujourd'hui, moi, j'ai tendance à parler de justice horizontale et verticale. Qu'est-ce que j'entends parler par justice horizontale et verticale? Les magistrats, les juges, quand il s'agit de conflits entre des citoyens lambda, c'est-à-dire à l'occasion d'un petit conflit où il y a une expertise, et là, l'actuel ministre de la Justice l'a évoqué, quand il y a des expertises, et c'est-à-dire ces expertises sont un travail quand même technique, les juges essayent de rendre justice quand il s'agit chabinetrum. Il y a les affaires ta'zarb ou les affaires d'homicide volontaire ou involontaire, les affaires criminelles et pénales à la fois, les affaires liées aux droits civils. Ils essayent de rendre justice en toute âme et confiance. Quand il s'agit d'une justice horizontale. Mais dès que ça commence à prendre des allures de justice verticale, opposant un citoyen à un secrétaire général d'une mairie, d'une daïra, un président d'une municipalité, un chef de daïra, un wali, un lieutenant, un général, un colonel, là les choses ne vont pas dans le sens d'une justice
équitable. Et là, on parle de justice verticale. Et tout ça, au fond, ça remet en cause le principe, effectivement, de l'indépendance de la justice. Et le principe de l'indépendance de la justice se constate avec 3 points qui sont très importants. Un, l'inféodation totale des magistrats au pouvoir exécutif. J'étais praticien, j'en ai vu des cas, j'en ai vu des situations où le PV qui vient de la police judiciaire, quand ils atterrissent devant le procureur, déferment devant le juge d'instruction et placement en mandat de dépôt. C'est le même PV rédigé par la police judiciaire qui sert de preuve contre la personne, contre le mis en cause en fin de compte. Et là, donc, il y a une dépendance chronique du magistrat par rapport au pouvoir exécutif et au pouvoir policier, il faut le dire. D'une autre part, deuxième point, c'est le degré d'indépendance du Conseil national de la magistrature. Oui. Donc, il n'y a pas d'indépendance parce que le président de la République, c'est lui qui préside le Conseil national de la magistrature. Oui. Le président de la République, il délègue ses pouvoirs au ministre de la Justice. Donc, les juges se retrouvent otages de ce fonctionnement organique du Conseil national de la magistrature. Troisième élément, il y a une grave atteinte à l'inamovibilité des magistrats. C'est-à-dire, dans les pays de droit, c'est un principe sacro-saint, celui de l'inamovibilité des magistrats. On ne peut pas muter du jour au lendemain un magistrat parce qu'il avait rendu une décision contre le parquet, ou bien qu'il ne plaît pas au parquet, ou à l'exécutif, etc., etc. Est-ce que vous avez vu les magistrats qui ont statué sur le cas de Le Pen, par exemple, sur le cas de Sarkozy, se retrouver en Guyane ou en Martinique ou dans les dom-toms en France? On n'a pas vu ça. Par contre, on a vu en Algérie des magistrats de siège et des procureurs qui ont prononcé soit des relax ou des acquittements, qui ont fait pour les parquetiers, donc soit des réquisitions ou des réquisitions allant dans la relax ou l'acquittement, se voir muter à 1000 kilomètres de chez eux. Donc c'est pour ça, il n'y a pas d'indépendance de la justice, et comme Adel l'a très bien mentionné, il y a plusieurs groupes d'influence, qu'ils soient politiques, oligarchiques, militaires à la fois, qui exercent ces pressions sur les magistrats. Merci Aïssa Rahmouni. Adel Bouchargui, nous allons regarder cette petite vidéo. Non, je pense Aïssa, oui. Vous voulez parler, quand elle a parlé de l'inamovibilité des juges, je pense qu'elle s'est rappelée du cas de Zarmaté dans l'affaire du scandale Saad Marzouk. Azdin Marzouk. Azdin Marzouk et aussi Saad Marzouk. Saad Marzouk, je pense que c'est très récent, mais il y a aussi l'affaire de Zarmaté dans l'affaire du scandale autoroute Est-Ouest et comment qu'elle a été en fait malmenée, relevée de ses fonctions, mutée, restée sans poste par le clan Bouteflika de l'époque. Je ne me rappelle pas de son cas, sincèrement, mais il y a des cas récents après le Hirak, que ce soit le juge, le procureur adjoint de Sidi Mohamed qui était muté dans le désert, je ne me rappelle plus la ville où il était muté, et Saad Marzouk qui était radié par le Conseil national de la magistrature, le CNM. Marzouk, c'était un cas emblématique de l'arbitraire, oui. Un cas d'école. Regardons cette petite vidéo. Adel Bouchargui, on dit souvent que la justice est le pilier, ou l'avocat, le droit, est le pilier d'une démocratie. Est-ce qu'on peut parler de démocratie aujourd'hui sans que l'avocat, la justice ne soient vraiment
véritablement Tout indépendant. à fait, c'est le véritable pilier de la démocratie, c'est un véritable pilier de l'état de droit. Ouais, de la souveraineté. Un simple exemple, Aïssa parlait de l'affaire Sarkozy Ouais, de Le Pen. et de l'affaire Le Pen, etc. Il y a eu des attaques sérieuses contre les juges. Ouais. Il y a eu même des menaces de mort où le ministère de l'Intérieur était obligé de mettre ses juges et ses procureurs sous protection policière Mais cela n'a pas empêché justement la justice de faire son peur travail. qu'un malheur leur arrive par les extrémistes qui les Ouais. menaçaient en fait sur les réseaux sociaux. Mais tout ça n'a pas abouti. C'est-à-dire toutes ces menaces n'ont pas abouti. Et la justice est sortie vainqueur. La justice n'a pas été fragilisée. Pourquoi? Parce que la justice, elle est libre en France. Elle est indépendante. Et elle rend les verdicts au nom du peuple français. Ouais. Pas au nom de tel ou tel général, pas au nom de tel lobby financier, pas au nom de tel ou tel groupe de pression oligarchique ou financier. C'est ça la différence entre un pays démocratique Oui. déjà et un pays autoritaire. Un pays qui respecte sa justice, un pays qui respecte ses magistrats, un pays où le magistrat est là à rendre son verdict à base de faits, de preuves et au nom du Librement. peuple, et un pays où les verdicts sont généralement vendus au plus offrant, sont généralement l'émanation d'un coup de téléphone de Flen ou Flen. Et c'est ça, en fait, la différence entre une justice indépendante et une justice dépendante. Nous avons vu peut-être le contraire en Algérie avec l'affaire Ali Msili, avec les déclarations de Ali Yahya Abdel aussi. Non, en fait, l'affaire Ali Msili n'a pas été jugée en Algérie, mais l'affaire Msili a été jugée en France parce qu'elle a été... Oui. Déjà, Ali Msili, c'est un franco-algérien, donc il a été assassiné en France et l'affaire a été jugée en France. Et dans l'affaire Ali Msili, c'est la raison d'État qui a prévalu, c'est-à-dire c'est les connexions algéro-françaises, et l'Algérie avait tout On parle fait même de connivence. pour Oui. extrader son assassin en Algérie. Et il est d'ailleurs décédé il y a peu de temps, il y a 1 mois et demi ou 2 mois. Oui, on peut donc parler justement des combats successifs en Algérie, des avocats. Tout à fait. En fait, je pense que la profession d'avocat en Algérie a été... 3 noms ont marqué cette profession. Oui. Comme on l'a rappelé Lesquels? au début de l'émission, Oui. c'est Ali Boumendjel, Oui, Allah yarhamou. qui a été jeté du Sixième haut étage, ouais. du haut d'un immeuble Oui. à Alger, et que la propagande coloniale avait fait circuler la rumeur qu'il s'est suicidé. Puis Ali Msili dans la clandestinité, et ensuite Ali Yahya Abdel Nour dans les années 90, dans les années Bouteflika, Il y a beaucoup de Ali, hein. jusqu'à ces derniers moments de la vie. Merci. Aïssa Rahmoun, regardons cette petite vidéo. Aïssa Rahmoun, libérer la justice contre ses avocats. Bah, écoute, là, il faut dire, il faut remettre les points sur les i, comme on dit, et les barres sur les t. Ouais. Au lendemain de l'avènement du Hirak du 22 février, la première marche des avocats, les avocats ont battu le pavé à Tizi Ouzou. C'était à l'appel de 4 avocats. Et très vite, les conseils de l'ordre ont essayé de réprimer cette marche, allant jusqu'à la menace de passage devant le conseil de discipline. Hein.
il faut le rappeler. Mais معليش, après, tous les avocats, ils étaient impliqués, tant Oui. mieux. Parce que dans chaque lutte, dans chaque révolution, il y a toujours des précurseurs. Et ces 4 avocats, il faut les nommer. Et donc, il s'agissait de Maître Smaïl Nala, de Majid Hachour, Maître Ammar Zaidi, et celui qui parle avec vous. Et Enchanté. je me souviens que les membres du Conseil de l'ordre de Tizi Ouzou ont menacé tous les avocats qui voulaient rejoindre cette marche. C'était le 28 février 2019, une semaine après le 22. Et très vite, donc l'implication de l'avocat s'est vue à Alger, à Constantine, à Oran, enfin, dans tous les barreaux, comme réponse justement à l'attitude des conseils de l'ordre, qui aujourd'hui se comportent comme l'UGTA. Parce que quand on révise la loi portant la profession d'avocat, il faut que les téléspectateurs sachent que les bâtonniers, aujourd'hui, c'est des tsars, c'est des rois. Quand il y a infraction, manquement à la déontologie, chose qu'on avait constatée à l'occasion de cette marche, l'avocat peut instruire, ouvrir l'enquête, auditionner l'agent ou bien le suspect, le mis en cause, désigner un rapporteur, c'est le bâtonnier qui désigne, le différer devant la commission de discipline, il préside la commission de discipline, il décide de la radiation et il exécute la radiation. Et Ouais. du coup, donc, on se retrouve, même dans la profession des avocats, il y a beaucoup de choses à revoir. Il faut une révolution organique, statutaire dans la profession. Quand on retrouve aujourd'hui des conseils de l'ordre qui se comportent en état-major de la profession, il faut se poser des questions. J'ai vu défiler des images, des portraits de confrères. Malheureusement, il n'y a pas de consorts, même si elles sont très nombreuses, à commencer par Zoubida Assoul, en passant par Nabil Ismail, en passant par Sanda Fattah Sadat. Plusieurs femmes avocates étaient impliquées dans le Hirak. Pour la majorité de ces avocats qu'on a vu défiler, qu'on a vu les portraits défiler, la plupart, ils sont poursuivis par la justice C'est ou ça, bien oui. par leur organisation ordinale. Et jusqu'à présent, on n'a pas vu une solidarité comme elle s'est exprimée en Tunisie, juste à côté. Quand on voit le barreau de Tunis observer des sit-ins, appeler à des marches, défendre des confrères, des consoeurs, l'Ayash El-Hamami qui est un ami actuellement incarcéré, et d'autres, Souniad Hamani, et d'autres. Les barreaux n'ont pas abandonné ces avocats. En Algérie, c'est malheureux de le dire, mais les conseils de l'ordre ont fini, quand le Covid est passé par là, que les incarcérations, l'arsenal juridique qui était installé en Algérie répressive, les avocats, les conseils de l'ordre ont revu leurs revendications à la baisse. Ils sont rentrés chez eux. Je salue le courage et l'abnégation, l'engagement des avocats qui restent jusqu'au jour d'aujourd'hui engagés dans le terrain. Je rappelle qu'il y a Abdelkerim Zrilch qui passe devant le tribunal de Constantine, qui a 5 affaires durant 4 jours. Un cri d'alarme. Aujourd'hui, il ne peut plus avoir une défense. Aujourd'hui, il ne peut plus avoir d'avocat. Et c'est un appel que je fais aux confrères qui restent debout, qui restent engagés, à soutenir et à défendre Abdelkerim Zrilch. Une dizaine d'affaires qui étaient intentées à son encontre, et c'est pas le moment de laisser Abdelkerim dans des situations aussi absurdes telles qu'il vit actuellement. Merci Aïssa Rahmoun. Nous allons écouter Abdelmajid Tebboune. حسنت جهود عصرنة قطاع العدالة من رفع مستوى الأداء ومكنت من تجاوز الأساليب التقليدية البيروقراطية بفضل المنشآت الهيكلية التي تتوزع على كافة أرجاء الوطن والتي من شأنها أن تتيح اليسر والسعة
للسيدات والسادة القضاة وكذلك المرتفقين من متقاضين وطالبي خدمات قضائية. ويحدوني اليقين في أن ستحفل المرحلة القادمة بالمزيد من الإنجازات لصالح قطاع العدالة، خاصة في مجال العصرنة والرقمنة، بما يتماشى وحجم المسؤولية النبيلة التي يتولى القضاء أداءها بنبل وشرف. Issa Rahmoun, vous étiez avocat en Algérie, vous êtes avocat aujourd'hui en France. Je vous posais une question directe. Concrètement, de quoi souffre l'avocat en Algérie aujourd'hui? Première des choses, c'est un problème de formation. Parce que la formation, c'est quelque chose de très important. Quand on est formé, quand on est outillé juridiquement, quand on est outillé politiquement, quand on est outillé philosophiquement, on peut affronter des situations très complexes et difficiles à la fois. Deux, un manque de courage. Et là, je mets de côté les avocats du Hirak parce qu'ils ont prouvé qu'ils ont le courage nécessaire pour affronter beaucoup de situations beaucoup plus complexes que ce qui se présente devant eux. Donc, un problème de courage. Un problème d'appel... Excusez-moi, Issa Rahmoun, juste une petite brèche. En dehors de Hirak, est-ce que cette règle reste quand même authentique? Oui, elle reste authentique, effectivement. Parce que même dans les procès liés au monde du travail, où on fait appel aux conventions internationales ratifiées par l'Algérie, soit dans l'aspect civil, dans le monde du travail, dans le monde syndical, on ne fait pas appel aux conventions ratifiées par l'Algérie. C'est un exemple, parmi d'autres. Hein, c'est un exemple. Et souvent, on a vécu des audiences où le magistrat de siège ou bien le parquetier a malheureusement humilié des consoeurs et des confrères. Non seulement ces consoeurs et confrères se sont tus, mais les membres du conseil rigolaient de la situation. Donc ces avocats qui étaient humiliés n'avaient pas une protection derrière eux, c'est-à-dire les membres du conseil, le syndicat des avocats, qui assurent la protection et le libre exercice de la profession. Après le courage, il y a aussi un problème de solidarité. Et quand on parle de solidarité, en sociologie, on parle de solidarité organique et mécanique à la fois. Il y a un problème de solidarité dans la corporation. C'est-à-dire aujourd'hui, quand un avocat il rencontre des situations difficiles, que ce soit sur le plan de la rédaction, sur le plan de son travail, sur le plan financier, sur le plan matériel, il n'y a pas beaucoup de solidarité qui s'exprime en direction des jeunes surtout, hein, en direction des jeunes. J'en ai vécu des situations à Alger parce que j'ai commencé ma carrière au barreau d'Alger. J'étais dans le cabinet de Maître Moustapha Bouchachi pendant 7 ans quand même, où j'ai vu des confrères, nos aînés, réserver des sommes d'argent d'une manière très bénévole pour assurer l'ouverture d'un cabinet pour un jeune confrère qui prête son serment, qui n'a pas les moyens de s'engager dans la vie professionnelle. Et ça a tendance à disparaître. Donc il y a un problème de formation, un problème de courage, un problème de solidarité organique et mécanique à la fois, mais aussi un problème de maîtrise des enjeux du contexte lié au pays qui est l'Algérie. Les avocats aujourd'hui, pour la plupart, et c'est malheureux de le dire, parce que on laisse de côté ceux qui sont engagés, ceux qui sont fervents militants. On n'est pas des techniciens du droit, les avocats. On n'est pas des techniciens du droit. On est le rempart des libertés de l'état de droit. On fait partie de la construction démocratique. Et c'est tout ça que les avocats, les jeunes avocats doivent comprendre et interpréter en d'être. C'est un mandat. La profession de l'avocat, c'est pas un métier, c'est un mandat. Ce mandat, il englobe beaucoup de choses et au cœur de ce mandat, il y a l'engagement, il y a l'éthique, la déontologie et le courage. Merci.
Merci Aïssa Rahboun. Vous voulez rajouter quelque chose, Adel? Non. Alors nous allons regarder cette petite vidéo. Adel Boucharguine, un vibrant hommage leur a été rendu quand même pendant le Hirak à ses avocats. Oui, mais ce qu'il y a lieu aussi de préciser, c'est que Aïssa, je pense qu'elle a donné un aperçu sur l'histoire un peu récente de nos avocats. Elle a parlé aussi de la formation qui est très importante et de l'outil politique, philosophique nécessaire à chaque avocat, comme pour chaque journaliste. En fait, ce sont ces deux métiers-là qui ont besoin de plus de connaissances, de plus de culture générale et plus de performances politiques, voire même idéologiques et philosophiques. Moi, j'étais à la Ligue, et je le suis toujours. Oui. Quand j'étais en Algérie, beaucoup d'avocats étaient adhérents à la Ligue et beaucoup d'avocats défendaient en fait des militants lorsqu'ils sont persécutés, lorsqu'ils sont appelés pour une convocation à se présenter devant la police, lorsque ils sont emprisonnés, malheureusement, lorsque en fait les citoyens, les militants, les journalistes sont atteints dans leur liberté. Il faut dire que le Hirak a fait naître une nouvelle génération d'avocats, de jeunes avocats, militants, qui étaient là durant tout le Hirak et qui résistent encore malgré la chape de plomb qui s'est abattue sur le terrain militant et sur le terrain de la défense aujourd'hui en Algérie. Tous les noms et toutes les photos des avocats que vous avez fait passer sur cet écran n'étaient pas là avant le Hirak. Et c'est grâce au Hirak qu'ils sont aujourd'hui là. Il faut les encourager et il faut, comme l'a si bien dit mon ami Aïssa, en former d'autres. Il y a des milliers d'avocats en Algérie aujourd'hui. Mais cette catégorie de militants, cette catégorie de formés, cette catégorie outillée manque terriblement et que fait la Ligue à la défense algérienne. La Ligue n'est plus en Algérie, elle a été dissoute en 2023, comme vous le savez. Et par la suite, on s'est posé la question presque existentielle. Quoi faire maintenant? Quoi faire, c'est-à-dire laisser tomber ou poursuivre notre combat. Nous avons décidé de créer le collectif de sauvegarde de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme sous la loi de 1901, basée en France et domiciliée à Paris. Et actuellement, nous travaillons sur plusieurs thématiques, notamment la question de la défense. On a prochainement... Mais vous travaillez comment? En collaboration avec des avocats en Algérie? Bien sûr, on a des militants, des associations? Bien sûr, on a beaucoup d'avocats avec lesquels on travaille en Algérie et à l'occasion, nous préparons une série de formations justement, parce que Aïssa, lorsqu'elle a parlé de formation, elle n'a pas parlé de formation comme ça, il a toujours défendu ça à la Ligue. Nous avons donc un cycle de formation qui va commencer prochainement au profit de nos avocats en Algérie, afin qu'ils soient en fait prêts à toutes les circonstances de défense. Aïssa Rahboun, quant à vous, Aïssa Rahboun, à la Fédération internationale, comment justement, comment vous proposez votre aide à ces avocats, à la Ligue, aux militants qui sont en Algérie?
Il faut savoir, Hussein, que la FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains, ne travaille pas seulement sur l'Algérie. Oui. Hein. C'est une fédération qui regroupe plus de 210 organisations au niveau de 145 pays. Et à travers justement ces organisations, on a beaucoup de contacts avec des avocats basés dans presque tous les pays du monde. À la FIDH, nous avons initié plusieurs collectifs, notamment le dernier collectif dont je fais partie, qui travaille sur le Togo actuellement, sur les cas de torture au Togo, mais aussi à travers l'Observatoire des défenseurs. Donc il y a les appels d'urgence. Là, on sollicite les autorités, les présidents de République, les ministres de la Justice, les ministres de l'Intérieur. Ça dépend du cas, c'est du cas par cas, pour la libre parole, pour la libération des avocats, de défenseurs. Et à la FIDH, nous avons ce qu'on appelle le GAJ, le groupe d'action justice, qui est un groupe qui est piloté par maître Clémence Bectard, avocate au barreau de Bordeaux et Paris à la fois. Et à travers ce groupe, nous avons pu déposer des plaintes contre des franco-israéliens, contre des franco-libanais, parce que là, donc, il s'agit de la justice universelle. Merci. Donc, on ramène tous ceux qui étaient impliqués dans des crimes internationaux devant la justice européenne, notamment française, belge, allemande, italienne, etc., pour qu'ils répondent de leurs actes quant aux crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide. Donc, à travers le groupe d'action justice, nous avons pu aussi déposer des plaintes à la Cour pénale internationale contre le Premier ministre israélien et son ministre de l'Intérieur par rapport au génocide à Gaza. C'est un combat très rude, hein, c'est un combat très difficile, sachant que la justice est très lente pour ce genre de dossier. Mais aujourd'hui, il faut dire que même les avocats dans les pays, dans les barreaux locaux, n'arrivent plus à respirer. Et le souci pour la FIDH aussi, c'est de protéger ces avocats. Pourquoi? Parce qu'il y a des intimidations, des procès intentés à leur encontre, et on n'a plus besoin de voir des défenseurs derrière les prisons. Merci. On a besoin de ces défenseurs qui soient avec nous et qu'on milite ensemble pour le progrès, les droits humains, le respect des droits fondamentaux, l'état de droit et la démocratie. Merci Aïssa Rahmoun. Nous allons finir par cette petite vidéo de Saïd Chingrih. في سياق التحولات الجيوسياسية المتسارعة وخطيرة يشهدها الوضع الدولي الراهن، والتي تميزت بعودة خيار الحرب والتدخلات العسكرية وتراجع مكانة المنظمات متعددة الأطراف وتجاهل قواعد القانون الدولي، مما يؤثر على سيادة الدول وخياراتها الوطنية. وعليه يتعين على الجميع رفع الوعي باحترافية عالية واستباقية متبصرة بالتحولات الجيوسياسية العميقة التي يعرفها العالم، خاصة ما تعلق بتداعياتها على دول الجنوب. Adel Boucherguin. Alors, Saïd Chingrih qui dit que le droit international est ignoré et piétiné. En fait, Saïd Chingrih qui parle du piétinement du droit international. À un moment donné, on aurait cru que... Ce qui est vrai, dans le même sens. On aurait cru que c'était un expert en droit international et en questions internationales qui en parle et qui s'inquiète en fait des bouleversements profonds dans le monde et du piétinement du droit international. Mais non, c'est bien Saïd Chingrih
qui tire l'essentiel de la décision politique en Algérie et qui participe au piétinement du droit international dans son pays, l'Algérie. On peut rappeler en fait comment l'Algérie fait et ce que fait réellement l'Algérie du droit international, pas 20 ans en arrière, pas 10 ans en arrière, pas 5 ans en arrière, mais quelques semaines, quelques jours, quelques mois en arrière, on va comprendre qu'est-ce que représente le droit international pour l'Algérie. Commençons par l'affaire Maduro, président du Venezuela. L'Algérie a parlé de son arrestation et non pas de son kidnapping, alors que le droit international énumère clairement son kidnapping. À Gaza, on a vu un génocide. Quelle était la position de l'Algérie? La position de l'Algérie était de malmener des militants pro-palestiniens qui sortaient en fait manifester à la capitale algérienne, à Alger. Alors qu'à Tel Aviv, des pro-Gaza manifestaient contre Netanyahou et ne se sont pas inquiétés d'être arrêtés ou d'être menés en prison. Après, il y a la guerre contre l'Iran. Il y a une guerre américano-sioniste contre l'Iran. Quelle était la position de l'Algérie? Aucune position. Alors que le peuple algérien demande à ses représentants, à ses gouvernants, d'avoir une position claire, celle qui a toujours guidé la diplomatie algérienne, à savoir la non-ingérence, au moins d'avoir une position claire. Puis il y a des attaques iraniennes sur les pays du Golfe. Est-ce que l'Algérie a une position? Il n'a eu aucune position en dehors des appels téléphoniques qu'il a effectués avec les rois et princes des pays du Golfe. Alors que Tebboune, à un moment donné, il avait dit « Lims doual Khalij, imsni ana ». Qu'est-ce qu'il en a fait? Rien du tout. Le droit international dit qu'il ne faut pas en fait distribuer les accusations du terrorisme sur des militants, sur des avocats, sur des défenseurs des droits humains. Qu'en a-t-il fait de cet avertissement du droit international? Ces alertes faites à l'adresse, ces interpellations faites à l'adresse du gouvernement algérien. Il n'en est rien. Nos amis croupissent encore en prison avec l'article 87 bis du Code pénal qui parle du terrorisme. Le droit international énonce les libertés de rassemblement, de la presse, d'expression, etc. Qu'en est-il réellement? Aucune liberté n'est aujourd'hui garantie par les gouvernants algériens pour leurs concitoyens. C'est la chape de plomb totale qui s'abat sur les militants, sur des citoyens anonymes, sur des avocats, sur des journalistes, sur tous ceux qui veulent émettre ou qui émettent un avis contraire à l'ordre établi. Merci Adel Boucherguine. Pour la guerre américano-israélienne, je rappelle que personne n'y s'y trouve en ce moment, surtout aujourd'hui avec les déclarations contradictoires de Trump. Issa Hamoul, un dernier mot. On arrive à la fin. Oui, je ne vais pas répéter ce que mon ami Adel a énuméré dans ses propos. Par contre, je dirais qu'aujourd'hui, il y a une tendance à s'attaquer au droit international. Le problème, il n'est pas dans le droit international. Il est dans ceux qui violent le droit international. Oui, tout à fait. Et j'aurais préféré que le chef de l'état-major cite nommément les pays qui violent le droit international. Je vous raconte une anecdote. À l'occasion du procès de Qadi Ihsan, Alexis Dessoif, qui était à l'époque vice-président de la FIDH, était attaqué de partout par les organes de presse algériens. Et notamment Lila Haddad, ou comment qu'elle s'appelle, celle qui a une chaîne au Parlement européen. Elle l'a invitée dans un plateau où elle n'a pas hésité à vouloir le déstabiliser et puis à critiquer le droit international. Hein. Et à un certain moment, Al24, qui est une chaîne comme France 24, qui est la chaîne du Quai d'Orsay, Al24, c'est la chaîne des AE, des affaires étrangères, c'est le discours officiel diplomatique de l'Algérie.
n'ont pas arrêté d'appeler Alexis Dissoaev pour s'exprimer sur le génocide à Gaza, la première résolution d'une organisation internationale qui lutte pour les droits humains émanant de la FIDH. Et Alexis, l'actuel président de la FID, avait dit « Je ne peux pas parler de Gaza », invité par une chaîne de télévision algérienne, « Je ne peux pas évoquer Gaza sans parler du contexte algérien ». Des arrestations des militants pro-palestiniens en Algérie. Oui. Ben, ils ont refusé carrément de lui attribuer le micro. Donc aujourd'hui, Saïd Chengryaha, le chef de l'état-major, devait identifier, si on parle de droit international, ceux qui violent le droit international. Merci Aïssa Rahmoun, يعطيك الصحة. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Adel Boucherguin. Merci à toi. J'allais dire ça Haftorek, mais bon. Merci à vous toutes et à tous. صحيح الدايسة قيمة ديال هنا. À demain إن شاء الله.